Elle a 45 ans, elle a débuté sa carrière dans la publicité avant de lancer en 2003 l'entité française de l'ONG internationale Enactus, qui forme les leaders de demain pour qu'ils intègrent les enjeux sociaux et environnementaux dans le monde économique. C'est à ce moment-là de sa carrière qu'elle croise la route du groupe KPMG, qui va alors jouer le rôle d'incubateur et permettre le lancement du programme en France. Elle a par ailleurs participé au développement des entités Enactus au Maroc et en Tunisie. En 2007, elle est nommée secrétaire générale de la fondation KPMG. Elle développe alors la stratégie de mécénat d'entreprise avec un soutien financier à certaines associations et elle développe également le mécénat de compétences. En 2017, elle lance le volet environnemental de la stratégie RSE du groupe avant de prendre en 2022 la responsabilité de l'engagement citoyen de KPMG. KPMG France, vous connaissez forcément, c'est l'un des plus grands cabinets pluridisciplinaires de France, regroupant plus de 10 000 salariés autour de 4 métiers, l'audit, le conseil, l'expertise comptable et le droit et la fiscalité. KPMG France est membre du groupe mondial KPMG qui exerce dans 150 pays. Mon invitée est également présidente d'honneur de l'association Révèle, présidée par Atina Marmora, qui a pour objectif de favoriser l'égalité des chances et l'insertion professionnelle des jeunes filles issues de milieux modestes. J'ai le plaisir de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient, une dirigeante vraiment engagée. Bouchra Aliouat, bonjour. Bonjour. Alors la première question que j'ai envie de te poser, Bouchra, c'est comment on passe de la publicité au lancement d'une ONG, car ce sont quand même deux choses très différentes. Quel a été le déclic pour basculer vers l'engagement ? C'est une très bonne question. C'est drôle d'ailleurs que tu me la poses parce qu'on me la pose souvent effectivement quand je témoigne auprès des jeunes qui se posent plein de questions par rapport à leur diplôme et où va mener ce diplôme. Moi j'ai tendance à dire effectivement que finalement mon parcours s'est construit à mesure du temps et au fur et à mesure des rencontres aussi. Initialement, effectivement, quand j'ai fait mes études, j'avais vraiment une appétence pour tous les métiers de la communication et plus particulièrement, j'étais fan des pubs. J'ai grandi avec Culture Pub, enfin des émissions assez emblématiques à mon époque et c'est vrai que ça m'a donné vraiment une envie d'aller vers cette voie-là. Et lorsque je m'étais confrontée véritablement au monde des agences de publicité, où j'ai fait quelques expériences, et bien c'est là que je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas forcément à mes envies. C'était en décalage peut-être avec l'idée que tu t'en faisais ? Absolument. Absolument. Et puis, je sens que j'avais déjà cette quête de sens aussi dans mon métier, dans ce que je voulais exercer. Et puis, je voyais aussi des choses. Je pouvais être confrontée finalement à des situations qui me dérangeaient un peu, liées finalement à un secteur d'activité. Donc, c'est là que j'ai changé totalement effectivement de trajectoire grâce à une rencontre. Et comme je le dis souvent, effectivement, notre parcours est rythmé aussi d'échanges, de rencontres. Et c'est une rencontre que j'ai pu faire d'une personne qui travaillait pour cette organisation aux États-Unis et qui m'a parlé d'Enactus, en l'occurrence, de cette ONG, qui avait cette singularité aussi d'être incubée, comme tu le disais, dans un grand groupe. Donc, il y avait la sécurité aussi de travailler finalement dans un grand groupe, voilà, mais en même temps de porter finalement une structure et une association, de créer aussi, vous savez, dans la communication, dans la pub, on a beaucoup de création aussi, on aime créer. Et là, le fait de créer finalement l'entité française de cette organisation, c'est des éléments qui m'ont beaucoup plu. Et alors, ton histoire avec KPMG ne s'est plus arrêtée, du coup. Tu as pris ensuite la direction de la fondation. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de la fondation KPMG France et quel est son grand combat ? Alors, effectivement, j'ai dirigé donc cette ONG, cette association pendant 8 ans. Et ensuite, le président de l'époque m'avait proposé, en 2007, de créer une fondation d'entreprise. Et c'était assez intéressant, finalement, de travailler sur cette notion de mécénat. Encore une fois, un univers que je ne connaissais pas forcément à l'époque, parce que c'était des sujets assez nouveaux. Et j'ai trouvé intéressant que l'entreprise, finalement, elle ait envie de s'impliquer pour la société dans son ensemble. Et grâce à finalement la création de cette fondation d'entreprise. Et donc, on a pu effectivement créer collectivement, c'est l'entreprise, créer cette fondation d'entreprise qui avait pour objet notamment de travailler sur l'éducation et la formation. Et ensuite, effectivement, en 2022, il y a eu une vraie transformation dans l'entreprise. Et cette fondation d'entreprise qui a eu une existence de 15 ans s'est transformée en direction de l'engagement citoyen.
Et donc, au moment où vous avez créé cette fondation, est-ce que vous avez fait le choix d'un combat en particulier? Tu nous disais l'éducation. Est-ce que vous avez soutenu donc différentes associations qui œuvraient pour ce combat? Comment ça s'organisait concrètement, ce travail de la fondation? Alors, la singularité, et ça, c'est encore une fois lié peut-être aussi au parcours que j'ai pu avoir. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire les choses. Je suis une doueuse, ce qu'on appelle les doueuses, voilà, doueuse. Et j'aime effectivement être dans l'action. Donc, cette fondation, lorsqu'on l'a créée, on voulait aussi qu'elle soit opératrice. Et le premier programme qui a été monté par la Fondation, ce n'est pas forcément un soutien aux associations tout de suite, en tout cas, ça a été de créer un programme en partenariat avec des lycées, parce qu'on voulait vraiment être sur le thème de l'éducation. Et donc, on a été à la rencontre, le président compris, est venu avec moi, le directeur général de l'époque, rencontrer des proviseurs, des enseignants, pour essayer de savoir comment nous, entreprises, nous pouvions être un acteur de la société. Sachant, comme je vous l'ai dit, cette fondation, elle a été créée en 2007. Le projet de cette fondation, elle est venue, en tout cas l'idée est venue en 2005-2006. 2005, triste phénomène de société en tout cas, on a découvert, c'était la fameuse crise des banlieues. Et on a découvert effectivement en 2005 qu'il se passait quelque chose de l'autre côté du périph' et qu'il y avait toute une jeunesse qui criait finalement leur désespoir face au manque de considération qu'ils pouvaient avoir, notamment du monde de l'entreprise, parce que ce qui nous avait heurté, c'était de dire qu'on est jeunes, on est là, on est dans nos quartiers, mais personne ne pense à nous, notre avenir est foutu. C'est des jeunes qui avaient 17, 18 ans. Donc c'était assez quand même terrible de voir toute une jeunesse comme ça laissée sur le côté. Et donc cette fondation, lorsqu'elle a été créée, elle a eu pour vocation d'aller à la rencontre de ces jeunes et de travailler sur l'éducation et l'employabilité des personnes les plus éloignées finalement de l'emploi. Oui, d'accord. Donc c'est vraiment parti de la crise des banlieues. D'accord, c'est intéressant. Et est-ce que pour les entreprises qui nous écoutent et qui pensent à créer une fondation, est-ce que tu peux nous dire si c'est un outil qui est facile à mettre en place ou est-ce que c'est plutôt un processus long et compliqué? Je te vois sourire, alors j'espère que la réponse va quand même encourager nos auditeurs. Moi, vous m'interrogez, je vous dis oui, il n'y a pas plus facile que finalement monter une fondation. Attention, si elle est bien étudiée, si elle est bien réfléchie, je pense en amont. Parce que finalement, lorsque les outils de mécénat qui existent, en tout cas pour une entreprise, vous en avez deux, c'est soit une fondation d'entreprise, soit un fonds de dotation. Donc ce sont des outils, je dirais, juridiques assez simples à mettre en place. Maintenant, je pense qu'une fondation, surtout aujourd'hui, doit être réfléchi en amont. Pourquoi on va créer cette fondation? Quel va être l'objectif finalement de cette fondation? Quelle empreinte aussi et quelle contribution on souhaite donner aussi à cette fondation? Quels sont les champs d'intervention? Et moi je pense, contrairement effectivement au moment où je suis arrivée dans le secteur, vous savez, au moment où je suis arrivée dans le secteur, on disait les fondations d'entreprise, c'était un peu la danseuse du président. Et le président avait une cause qui l'animait et hop, il créait une fondation dont c'était l'objet, mais qui était en soi, qui pouvait être en tout cas en soi totalement déconnecté, soit des valeurs de l'entreprise, soit des champs de compétences de l'entreprise, etc. Donc c'est pour ça que je pense que déjà en amont, il est pour moi très important de réfléchir le projet. Donc qu'est-ce qu'on veut y faire, comment on va le faire, quels sont les champs d'intervention. Ensuite, pendant, c'est important également, de bien communiquer effectivement sur cette fondation, même, je dirais, d'y associer les collaborateurs. C'est très important, par exemple, lorsque vous allez déterminer les champs d'intervention de cette fondation, que vous ne soyez pas 4 personnes autour de la table à se dire tiens, on va choisir ça. Non, consulter finalement les collaborateurs sur les grandes causes à adresser, pour moi, c'est un élément et c'est un facteur clé de succès. Et puis enfin, je dirais pour la suite, ce qui est important aussi pour pérenniser une fondation, c'est important d'évaluer, de mesurer et puis de se remettre aussi en question. Évidemment, lorsqu'on met en place des programmes, on veut aussi avoir de l'impact, que ce soit social ou environnemental. Donc c'est important également de bien évaluer ces éléments-là. Et alors, avec quoi on les évalue très concrètement? C'est quoi vos outils? Alors, moi, on a plusieurs façons finalement. Alors, est-ce qu'on mesure ou on évalue? Déjà, c'est deux choses différentes, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, quels que soient les éléments qu'on va mettre en place ou les outils, moi, je pense qu'il faut qu'ils soient co-construits avec aussi les acteurs associatifs.
Ce qui veut dire que vous n'allez pas imposer finalement des indicateurs qui ne sont absolument pas supportables, par exemple pour les associations. Parce qu'il faut comprendre que ça, c'est un élément, évidemment, quand vous créez une fondation d'entreprise, tout le monde ne veut pas être opérateur. Donc, il va falloir aussi s'appuyer sur des associations, des experts, des personnes qui viennent du terrain. Et là, on a une confrontation, je dirais, un petit peu de culture, où vous allez avoir la culture de l'entreprise, où c'est très simple pour nous, finalement, de mettre des KPI, des indicateurs sur le nombre de bénéficiaires, sur le nombre de collaborateurs que vous avez un peu impliqués, etc. Mais attention, quand on va faire un travail un peu plus de profondeur sur l'évaluation, ça, c'est quelque chose, à mon sens, qui doit se travailler avec les associations. Parce que toutes les associations n'ont pas des équipes autour d'elles qui peuvent mesurer finalement quels sont les effets, le retour à l'emploi par exemple, ou le taux d'insertion de jeunes, ou le taux de création d'entreprise, le taux de... Ouais. Il y a éléments d'indicateurs que vous pouvez mettre en place. Moi, je pense que c'est un travail qui se fait de manière réfléchie et co-construite avec les associations et l'entreprise. Et le conseil d'administration, du coup, c'est important également, c'est un élément important, les personnalités qui y figurent. Bien sûr, nous, au sein de... À l'époque, quand on avait effectivement cette fondation d'entreprise, lorsqu'on l'a créée, elle a été portée au plus haut niveau de l'entreprise, ce qui veut dire que c'était le président. Et successivement, cette fondation, elle a tout le temps été dirigée par soit le directeur général, soit le président de l'entreprise. Pour moi, encore une fois, c'est un facteur clé de succès, évidemment, parce que c'est porté au plus haut niveau de l'entreprise. Absolument. Et en plus, le président va aussi avoir autour de lui, ou en tout cas, il va pouvoir aussi mobiliser des collaborateurs ou les membres de son COMEX ou de ses équipes. Mais c'est surtout qu'il va comprendre, en s'impliquant, les problématiques, les signaux faibles qu'on n'identifie pas comme ça forcément lorsqu'on est dans son bureau ou lorsqu'on est vraiment sur son cœur métier. C'est bien aussi d'avoir un champ et une ouverture vers le monde qui nous entoure, et porter effectivement une fondation, ça permet à des dirigeants d'entreprise de sortir un petit peu du cadre et de voir ce qui se fait aussi sur le terrain. Et alors, parmi les associations financées par la Fondation, est-ce que je peux te demander si tu avais une association coup de cœur ? Je sais que c'est dur de choisir. Ah, c'est terrible. C'est terrible de choisir, mais je vais en citer deux parce que je ne peux pas choisir une en particulier. Il y en a énormément, évidemment. Mais moi, je dirais que forcément, il y a Enactus, donc, qui travaille finalement sur l'entrepreneuriat social. Et je trouve que c'était intéressant parce que cette association, elle a été montée en 2002. L'entrepreneuriat social, même ce mot n'existait pas. Ouais, c'est assez pionnier sur sa façon d'agir et de dire qu'on va mobiliser une génération de jeunes étudiants pour trouver des solutions aux grands enjeux sociaux et environnementaux via un modèle économique. C'est quand même assez incroyable, via la force de l'entreprise. Donc, voilà. Et puis tu l'as cité aussi, Révèle, parce que cette cause, elle m'anime. Je trouve qu'elle est essentielle de travailler finalement sur l'empowerment des jeunes filles. Et si aujourd'hui on veut notamment travailler sur l'égalité homme-femme, c'est pas juste en mettant des KPI dans les entreprises en disant il faut que vous recrutiez plus d'hommes ou de femmes ou il faut faire la promotion. C'est plutôt aussi en travaillant en amont, je pense, ça dès la jeunesse. Bien avant. Mais bien sûr. Tout à fait. Et on en profite pour saluer Atina qui réalise un travail incroyable. Remarquable. Pendant longtemps, les fondations d'entreprises ont tenu lieu de politique RSE. En tout cas, c'est mon point de vue. Et je pense qu'on est en pleine mutation à cet égard et qu'avoir une fondation, ce n'est plus suffisant pour être une entreprise engagée. Je voulais savoir quel était ton avis là-dessus. Oui, moi je pense effectivement que la fondation n'est qu'une solution parmi beaucoup d'autres. Aujourd'hui, évidemment, il faut vraiment que nous puissions collectivement, en tout cas le monde de l'entreprise, reconnecter les engagements qu'on peut avoir, sociaux, environnementaux, avec ceux de l'entreprise. Moi, c'est ce que je dis souvent, il faut arrêter finalement la stratégie du cœur, mais plutôt placer cette stratégie au cœur de l'entreprise. Et donc, une stratégie d'engagement, et pour moi, doit être construite véritablement comme étant un levier de performance, aussi bien pour la société, donc un levier de performance sociale et environnementale et économique, j'en suis convaincue, pour l'entreprise. Et donc aujourd'hui, on va effectivement voir émerger bien sûr des fondations
Donc ça, c'est tout à fait normal, mais c'est de l'ordre du mécénat. Donc quand on travaille sur le mécénat, on travaille avant tout pour l'intérêt général, et ça, c'est important de le souligner. Mais on peut concilier bien sûr l'intérêt général et puis l'intérêt finalement de l'entreprise. Quand on va, par exemple, mobiliser des collaborateurs pour qu'ils puissent s'engager sur des actions d'intérêt général, ça contribue aussi à l'entreprise parce que c'est un élément qui peut être attractif aussi pour attirer, par exemple, les jeunes talents. Mais je pense également que vous avez des nouvelles formes d'investissement, qu'on appelle des investissements citoyens, on peut les appeler comme on veut, investissements responsables, qui sont un peu toutes les contributions que l'entreprise va mettre au service de la société dans son ensemble, mais surtout au service du collectif. Et donc là, on va retrouver aussi bien des fondations, mais aussi bien des fonds d'investissement impact, des joint ventures sociales, de la venture philanthropie. Enfin, il y a plein de termes et de pratiques qui existent et qui finalement réconcilient performance économique et performance sociale ou environnementale. Et donc aujourd'hui, toi, tu diriges l'engagement citoyen. Finalement, ça recouvre tout ça, ou est-ce que c'est encore plus large au quotidien? Quel est le spectre de ta mission? Eh bien, effectivement, alors c'est pareil, les directions de l'engagement ou directions de l'engagement citoyen, ce sont des termes qui sont assez nouveaux, hein, qui arrivent un petit peu comme ça au sein des entreprises. Nous, on l'a mis en place pour coordonner finalement l'ensemble, bien sûr, du mécénat déjà, pour avoir un mécénat coordonné et plus performant. Donc autour de causes, parce que vous pouvez, quand vous êtes dans une grande entreprise, vous pouvez très vite vous disperser. Et puis donner quelques milliers d'euros ici, là, et puis finalement... Oui, le saupoudrage, c'est un grand classique. Bien sûr, et c'est là que tout à l'heure je vous ai parlé de l'impact, c'est l'un des... Pour moi, hein, évidemment, c'est l'un des éléments aussi pour avoir un mécénat performant. Si vous faites la politique du saupoudrage, vous n'allez pas être en mesure de pouvoir vraiment mesurer les impacts. Donc, une direction de l'engagement, elle va coordonner finalement le mécénat d'entreprise pour que nous ayons un impact collectif pour la société. On parle d'engagement citoyen, donc c'est vraiment l'engagement que l'entreprise peut avoir pour venir en aide ou pour en tout cas être un acteur actif de la société. Donc, on a effectivement, nous, on va avoir un fonds de dotation, voilà, par exemple, mais également, c'est comment on va avoir une politique de partenariat aussi. C'est pas uniquement du registre du mécénat, ça peut être aussi du registre du partenariat, du sponsoring, mais sur une thématique qui est sociale ou environnementale. Et donc, tu bosses en transverse avec l'ensemble des directions pour ça. Absolument. Et donc là, on va travailler avec les métiers, donc ce qu'on appelle les BU, on va travailler avec les fonctions transverses, donc les RH, on va travailler avec la communication, on va même travailler avec la direction financière. Ah oui, voyez, tout le monde est associé. Tout le monde est associé à ce projet et ça, c'est intéressant. Et en plus, on a des équipes dédiées. Et c'est ça qui est important, parce que lorsque vous avez une direction d'engagement citoyen, si vous mettez une personne à la tête, ça ne va pas aller très loin. Donc ça veut dire qu'on a aussi professionnalisé. On sait aussi professionnaliser, ce qui veut dire que nous avons des équipes dédiées, qui sont des experts du domaine, effectivement, de l'engagement citoyen ou du mécénat, et qui pourront très facilement vous dire, écoute, si on veut faire ce partenariat-là, non, là, c'est plutôt du mécénat, là, c'est plutôt un partenariat. Est-ce que ça répond à des objectifs aussi? Parce que dans cette direction de l'engagement citoyen, on a aussi défini des objectifs, évidemment. Et est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de personnes, du coup, ça recouvre? Alors, dans l'équipe, une idée dans l'équipe, nous, on est 8, pour être précis. Voilà, on est 8 personnes au sein de l'équipe. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était aussi une fondation opératrice. Donc, quand vous êtes opérateur d'un programme, ça veut dire qu'il vous faut des ressources humaines pour mettre en place et mettre en œuvre, animer, coordonner un programme. Donc, forcément, nous, nos ressources, elles étaient beaucoup sur l'humain, plus que sur le financier, ou en tout cas à part égale. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de raison d'être maintenant, KPMG a adopté une raison d'être. Est-ce que tu peux nous dire déjà quelle est cette raison d'être et ensuite qu'est-ce que ça change finalement, qu'est-ce que ça change dans le quotidien d'une entreprise d'avoir une raison d'être? Alors oui, effectivement, KPMG a décidé donc
d'engager une vraie transformation de l'entreprise, notamment avec l'arrivée de Marie Guillemot à la tête de KPMG France, qui souhaitait effectivement placer la création de croissance responsable au cœur de son projet. Et donc, à ce titre-là, nous sommes passés société à mission en mai 2022. Et donc, on a eu le plaisir effectivement de travailler beaucoup collectivement. Vous savez, une raison d'être, ça ne se fait pas comme ça. Ça a été un long travail quand même où on a... beaucoup de parties prenantes internes et externes ont été associées effectivement à ce travail. Donc la raison d'être, c'est tout simplement d'être au cœur de l'économie, des territoires, parce que nous sommes aussi présents sur l'ensemble du territoire et cette dimension, elle était quand même assez importante. Eh bien, nous voulons œuvrer et innover avec passion pour bâtir la confiance et allier performance et responsabilité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On pense vraiment que les deux sont conciliables. En tout cas, on peut faire les deux. Et puis, évidemment, faire grandir les talents. Vous savez, le cabinet, c'est 10 000 collaborateurs. Ce sont des consultants, ce sont, comme vous l'avez dit, des avocats, des experts comptables, des commissaires aux comptes. Donc, c'est la matière grise, c'est l'humain. L'humain est au cœur du projet. Donc, c'était important que, bien sûr, on retrouve ces éléments-là dans la raison d'être. Et ça change aussi le quotidien des salariés. J'imagine qu'il y a un sentiment de fierté pour les salariés d'appartenir à une entreprise qui a une raison d'être. Et qui surtout a des engagements et des objectifs. Parce que lorsque vous vous dotez d'une raison d'être, c'est bien beau, mais derrière, il faut aussi mettre en place des objectifs de mission. Et donc, nous, on les a articulés autour de talent, planète, gouvernance, engagement citoyen. Vous voyez, l'engagement citoyen est l'un des objectifs de la société à mission. Donc, c'est quand même assez audacieux, ou en tout cas, c'est assez précis aussi comme démarche, en tout cas sur cette dimension-là. Et puis, le volet Prosperity pour le volet aussi business. Et nous, ce que l'on voulait, par exemple, dans les objectifs de mission sur le volet Prosperity, donc business, c'était d'accompagner nos clients vers cette transformation responsable et durable. Et donc, développer effectivement des offres de services qui correspondent finalement à cette dimension de responsabilité sociale. Et lorsque vous parlez par exemple des talents, eh bien, vous avez des indicateurs aussi pour favoriser la diversité et l'inclusion. Voyez ? Et ce que je voulais dire, c'est que tout est lié. L'un n'est pas déconnecté. Lorsque vous passez société à mission, ce qui est très difficile, mais ce qui est très vertueux également, c'est d'arriver finalement à faire des ponts entre les différents piliers. Lorsque le pilier talent, donc tout ce qui est lié aux ressources humaines, va travailler sur la diversité et l'inclusion, eh bien le pilier engagement citoyen va travailler aussi sur cette question-là, mais en amont, avec les associations. Alors que le pilier talent, il faudra le faire en interne. Et l'un alimente l'autre. Oui, tout est imbriqué. Tout est imbriqué, effectivement. Et alors ce sentiment de fierté des salariés, on voit qu'il ressort à de nombreux égards. Donc quand le salarié travaille dans une entreprise qui a une raison d'être, quand il travaille dans une entreprise qui est engagée, qui est vraiment engagée et qui ne fait pas que de la communication, ça c'est important. Et on sait qu'il y a plusieurs moyens qui existent pour engager les salariés. Je pense en particulier au mécénat de compétences. Et je sais qu'il y a un mécanisme en place chez KPMG autour du mécénat de compétences. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne au sein du groupe pour les salariés qui veulent faire du mécénat de compétences ? Oui, déjà peut-être redéfinir ce que c'est que le mécénat de compétences, effectivement, parce qu'il faut bien distinguer mécénat de compétences, pro bono, bénévolat de compétences. Vous avez plusieurs termes, effectivement, qui peuvent se croiser. Le mécénat de compétences, ce sont les compétences des collaborateurs qui sont proposées à des œuvres d'intérêt général sur le temps de travail. On opposera au bénévolat de compétences, qui est plutôt les compétences que l'on donne à l'intérêt général, mais sur le temps privé. Le pro bono, ce sont toutes les offres qu'on peut donner finalement au service de l'intérêt général. Donc nous, effectivement, on a mis en place un dispositif de mécénat de compétences, mais j'ai envie de vous dire depuis la création de la fondation. Puisque, comme je vous l'ai dit, la richesse finalement de l'entreprise, en tout cas nous, du cabinet, ce sont les hommes et les femmes. Et donc, assez naturellement, lorsqu'on a décidé de la contribution qui allait être portée par le cabinet, il y avait la contribution humaine. Et donc, le mécénat de compétences, pour moi, je trouve que c'est un excellent levier. Pour beaucoup d'aspects, je trouve aussi bien articulé autour de la personne, pas uniquement RH, parce qu'on vous dira le mécénat de compétences, c'est un excellent levier RH. Oui, mais pas que.
c'est aussi un excellent levier pour le business, c'est un excellent levier pour développer les compétences des collaborateurs aussi. Et ça se constitue comment ? Finalement, c'est comme ça que nous, on l'a articulé au sein de l'entreprise, parce que ce qui est difficile lorsque vous allez mettre en place une politique de mécénat de compétences, c'est le temps. On court tous après le temps, de manière générale, quand on est dans une entreprise. Donc, lorsqu'on réfléchit à un dispositif de mécénat de compétences, il faut se dire, attention, il faut que ça soit compatible avec une activité professionnelle. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, il faut bien comprendre comment travaillent les salariés, évidemment, pour pouvoir s'adapter. Et donc, pour moi, un dispositif de mécénat de compétences, il ne faut pas croire que c'est forcément un détachement de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an. Du mécénat de compétences, ça peut passer de 1 heure à plusieurs jours. Et c'est ce qu'on a fait effectivement en interne. Donc, faire du mécénat de compétences, c'est permettre à des collaborateurs de pouvoir s'impliquer sur une action qui est différente de le travail qu'ils ont au quotidien, mais c'est surtout qu'elle est mise à disposition d'une œuvre d'intérêt général. Alors, par exemple, quand vous faites... Alors, nous, on a plus d'une trentaine de formats d'implications différentes, et on s'est vraiment adapté finalement à l'exercice de se dire, il faut qu'on puisse impliquer un collaborateur 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. Donc, ça va être quoi ? Ça peut être du jury projet, ça peut être du tutorat, ça peut être du mentorat, ça peut être de la formation, ça peut être du speed consulting. Enfin, on a même inventé, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a inventé aussi des formats d'engagement avec les associations. Donc, et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure aussi, c'est important de travailler avec les associations lorsque vous mettez notamment aussi en place une politique de mécénat de compétences, parce que ce sont les associations qui vont vous dire, écoutez, moi j'aurais besoin d'avoir par exemple une personne qui pourrait dédier mais juste 3 heures dans l'année, ou juste 1 heure, ou 3 jours. Enfin, voilà. Et c'est en fonction, toujours partir du besoin de l'association pour essayer de trouver une réponse qui vient de l'entreprise. Et l'envie du salarié qui compte aussi, puisqu'il faut qu'il puisse trouver un domaine dans lequel il a envie de s'investir. Ça peut être l'environnement, le social, le sociétal. Exactement. Et c'est ce que tu disais aussi, ça peut être 1 heure, ça peut être 3 heures, ça peut être 3 jours en fonction du temps dont il dispose. Et on voit que dans certaines entreprises, ça bloque encore côté manager qui pense que les salariés vont prendre 3 jours. Alors non, mais c'est pire que ça. C'est qui demeure quand même. Alors, je ne sais pas chez nous, mais parce qu'on l'entend régulièrement. On l'a expérimenté, mais bien sûr, et on l'a expérimenté depuis très très longtemps, mais je comprends absolument les résistances ou en tout cas les freins qu'il peut y avoir quand on met en place ce dispositif-là. Maintenant, je peux vous l'affirmer, enfin en tout cas, nous on en a fait l'expérience. Non, un salarié ne va pas aller passer ses semaines, ses mois, voire une année caché derrière un placard. Non. Ce qu'on a pu voir, il y a eu beaucoup d'évaluations qui ont été faites sur la question. On se rend compte que le mécénat de compétences est aussi un élément qui va permettre de développer les soft skills aussi des salariés. Ça va leur permettre de développer des compétences nouvelles. Prenez par exemple une personne, un salarié, qui va faire une intervention dans une classe, typiquement avec des élèves de lycée, et il va réussir à animer finalement un atelier pendant 2-3 heures. Je peux vous assurer qu'aller dans une classe, dans un lycée pro en Seine-Saint-Denis, si vous arrivez à capter l'attention de toute la classe, c'est un excellent exercice. Ensuite, demain, se retrouver face à un client, c'est facile. C'est beaucoup plus simple, je peux vous le garantir. Non, mais je parle simple parce qu'effectivement, il faut comprendre on comprend l'idée. Il faut comprendre que ça a des effets très positifs sur les collaborateurs, sur le sens aussi qu'ils demandent. Beaucoup de collaborateurs, surtout la génération qui arrive, a besoin de sens et a besoin aussi de s'impliquer pour l'entreprise, évidemment, mais aussi pour des causes. Des grandes causes, effectivement. Et l'un des éléments aussi qui est important lorsqu'on met un dispositif de mécénat de compétences en place, c'est aussi les causes. Il ne faut pas obliger les personnes à finalement s'impliquer sur une cause en particulier. Par exemple, l'éducation. Il y en a certains qui vont dire, mais attendez, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est en fonction des affinités aussi. Absolument. Donc, il faut avoir une offre aussi assez variée qui puisse correspondre un petit peu aux appétences des uns et des autres. Est-ce que tu peux nous dire quel est le pourcentage aujourd'hui de salariés qui font du mécénat de compétences au sein du groupe ? Oui, aujourd'hui, on a près de 10% des collaborateurs qui s'impliquent au total sur tout le territoire, donc sur 10 000. Et on a un objectif, parce que je vous l'ai dit, il y a des objectifs de mission maintenant, et on a un objectif aussi de passer à 30%. D'accord.
Et c'est un pourcentage qui progresse globalement. Et c'est un pourcentage qui progresse, effectivement. Et est-ce que vous avez d'autres outils, on a parlé du mécénat de compétences, est-ce que vous avez d'autres outils au sein du groupe pour engager les salariés? Je pense par exemple à la plateforme d'engagement qui est un bon mécanisme qui marche bien généralement. Oui, alors absolument. Je vais vous dire, on a démarré, quand vous démarrez petit, donc on démarrait avec des mails, des tableaux Excel. Enfin voilà, c'était un peu confidentiel dans le sens où on avait créé une communauté. Vous voyez, de ce qu'on appelle les volontaires KPMG. Lorsque vous passez une masse critique, clairement, bien là, vous êtes obligé effectivement d'adopter des outils. Et là, des plateformes d'engagement, il en existe énormément. Nous, évidemment, on est passé par Wannabe. Et c'est très, très simple d'utilisation, ça c'est important. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des missions tout simplement, qui apparaissent sur une plateforme et le collaborateur va pouvoir s'inscrire directement vers cette mission et donc proposer son aide ou en tout cas sa candidature, si on peut l'appeler comme ça, pour s'impliquer dans une mission. Et donc, on définit finalement la mission, la thématique, le temps. Donc, c'est un outil qui facilite beaucoup l'engagement. Et puis, par ailleurs aussi sur le domaine du reporting, comme je vous l'ai dit, vous n'avez plus de tableau Excel, hop, vous faites des extracts et puis vous pouvez savoir combien de personnes se sont mobilisées pour telle cause ou telle cause. Donc très bon outil pour ceux qui nous écoutent. Très bon outil à mettre en place et facile et efficace. On va parler un peu de territoire, on en parlait tout à l'heure. Encore trop souvent, la politique RSE reste cantonnée au siège de l'entreprise sans se décliner en région ou en tout cas insuffisamment. KPMG, c'est 200 bureaux en France, donc un maillage territorial très très dense. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment se décline la politique RSE du groupe au niveau local ? Alors, pour ça, nous, on s'est appuyé évidemment sur le fonctionnement de l'entreprise. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez déployer une politique d'engagement sur l'ensemble des territoires, il ne faut pas inventer des organes à côté, parce que ça ne fonctionnera pas, évidemment. Donc, nous, on fonctionne en ce qu'on appelle direction régionale. Ensuite, vous avez des bureaux, vous avez des hubs. Enfin, voilà, il y a tout un fonctionnement qui est déjà établi, qui est établi par l'entreprise. Eh bien, nous allons nous insérer dans ce dispositif et on a, dans chaque direction régionale, par exemple, vous aviez un partenaire sponsor de l'engagement citoyen ou de la fondation. Et ensuite, on a des relais au niveau local, des relais engagement citoyen, alors qui peuvent être dédiés sur cette fonction-là, soit à 10%, 20%, 30%, voilà, il y en a même qui sont à 100%. Enfin, finalement, ça dépend aussi de la direction régionale. Moi, j'insiste beaucoup sur ce fait-là, c'est qu'il faut vraiment aussi, sur les thématiques d'engagement, il faut également que cet engagement soit au plus près des territoires. Vous ne pouvez pas transposer une thématique ou un programme de Paris vers les régions. Ce n'est pas possible. Vous pouvez avoir des grandes thématiques, l'éducation, enfin voilà, l'entrepreneuriat, etc. Mais ensuite, vous allez avoir des acteurs qui sont très présents sur certains territoires et pas sur d'autres. Donc, il faut aussi, et c'est comme ça que nous avons fonctionné, et c'est pour ça que cette direction de l'engagement a été créée aussi, c'est pour venir en appui, en soutien aux métiers. Au soutien aux directions régionales. Et donc, on va ensemble co-construire aussi des programmes d'engagement qui s'adaptent effectivement aux besoins des territoires. Un petit mot, tu en parlais tout à l'heure, de l'engagement des dirigeants. C'est important que l'engagement soit porté au plus haut niveau pour que ça fonctionne vraiment. On sait que c'est le cas chez vous. Est-ce que selon toi, alors indépendamment de KPMG, mais c'est vraiment la clé indispensable de la réussite d'une politique d'engagement, le fait que ce soit porté au plus haut niveau par le PDG, par le directeur général, par l'actionnaire, c'est indispensable ? Ah ben moi, je vais vous dire oui. Moi, je vais naturellement vous dire oui, il faut que ça soit porté au plus haut niveau, mais j'ai envie de vous dire de toute la direction. Je pense que ça ne doit pas être exclusivement porté par le président. Sinon, on va revenir à ce que je vous ai dit précédemment, la danseuse du président. C'est lui, c'est sa lubie, c'est lui qui a envie de le faire. Et donc, il va y aller tout seul. Non. Il faut que ce soit tout le COMEX. C'est tout le COMEX. Pour moi, c'est essentiel. Et je suis convaincue qu'on peut réussir à impliquer tout le COMEX. Nous, on a réussi. Et ils sont 12 quand même au COMEX, effectivement. C'est pas évident parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun va avoir ses appétences, son envie de s'engager sur telle ou telle thématique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut réussir à engager même 1 heure.
Par exemple, nous, au sein du COMEX, eh bien, sur les 12, il y a 7 membres du COMEX qui sont mentors, qui font du mentorat individuel. Donc, ils se sont engagés ils le font très bien d'ailleurs, à rencontrer, échanger avec un étudiant qui est accompagné au moins 1 heure par mois. C'est quoi 1 heure par mois ? Mais ce qui est intéressant, c'est les effets positifs parce que vous pouvez avoir des personnes, effectivement, qui ne connaissent pas, qui ne sont pas concernées par cette question d'égalité des chances et qui ne comprennent pas finalement qu'on a fait tout un état de cette thématique ou de cette cause. Eh bien, échanger finalement avec des jeunes comme ça qui sont confrontés à des difficultés auxquelles eux-mêmes n'auraient pas été confrontés, eh bien, ça permet aussi d'ouvrir finalement l'esprit sur cette thématique-là et de mieux comprendre les enjeux qui en découlent. Nous, on a, par exemple, la fresque du climat. Ça, c'est bien. On a fait une fresque du climat à l'ensemble du COMEX. Tout le COMEX a passé presque 3h30, un peu plus de 3h30, 4h, avec Cédric Renenbach, qui est le fondateur de la fresque du climat. Et ils ont effectivement participé à cette fresque du climat. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que beaucoup ne comprenaient pas forcément. On parle tous du climat, du changement climatique, et que c'est important pour la société. Mais oui, mais pourquoi ? Mais comment ? Comment à un moment on prend le temps de bien comprendre les choses pour ensuite mettre en place des actions effectivement positif à impact. Et donc tu vois un avant, un après. Ah mais complètement, ouais. Absolument. Vraiment, il y a eu des prises de conscience qui ont été, qui se sont développées finalement à travers cet atelier. C'était intéressant parce que vous aviez vraiment des échanges aussi très instructifs sur cette question du changement climatique et une prise de conscience qui effectivement il faut actionner. Il faut actionner peut-être plus rapidement des projets ou des actions pour réussir à atteindre cette neutralité carbone. Alors dans la continuité, est-ce que tu penses que faire en sorte qu'une partie de la rémunération soit liée à l'engagement des managers ou en tout cas une partie de la rémunération du COMEX y soit liée ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Certaines entreprises l'ont déjà mis en place, je pense à Accor ou à ADP. Est-ce que ça, c'est une idée qui change la donne ? Est-ce qu'on est obligé d'en passer par là, un peu comme les quotas pour les femmes ? Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, alors moi je pense que c'est plutôt c'est à débattre. Je comprends effectivement. Moi, si vous me posez la question, je vous dirais mais oui, il faut que tout le monde s'engage et il faudrait qu'on mette effectivement des systèmes d'incentives pour que tout le monde puisse y aller. Maintenant, quand on voit la réalité aussi. Maintenant, je vais être un peu plus mesurée. Je pense que ça serait très difficile parce que vous allez vous confronter tout simplement à des problèmes de société qu'on rencontre aujourd'hui. Vous savez, une entreprise est composée d'hommes et de femmes, tout simplement. Donc, ce sont des êtres humains qui ont leur propre engagement aussi. Moi, j'ai eu cet écho-là et de dire, il y a 2 philosophies qui s'opposent. Et ça, il faut bien le comprendre. Vous avez la philosophie, en tout cas la vision qui vous dira le domaine de l'engagement doit rester à l'ordre privé. Et donc, ce n'est pas à mon entreprise, finalement, de s'engager. Et c'est moi, à titre personnel, si je le souhaite, je pourrais m'en engager. Et il y a une autre philosophie, en tout cas un autre courant qui commence à se développer, notamment avec la génération qui arrive, qui dit, non, moi, je veux m'engager avec mon entreprise. Et je veux que mon entreprise, elle soit engagée au même titre que moi. Et donc, je veux qu'on me facilite l'engagement via mon entreprise. Et bien là, vous avez 2 courants qui s'opposent et qui sont quand même assez importants. Donc, moi, je pense qu'il faut encourager l'engagement. Il faut convaincre. Moi, je crois en la force de la conviction. Je crois aussi à la force aussi qu'on peut avoir des rapports gagnant-gagnant. Si vous expliquez finalement à chaque collaborateur, à chaque salarié, quels sont les bénéfices aussi qu'il peut en retirer via cet engagement, je pense qu'on arrivera à les convaincre collectivement que l'entreprise aujourd'hui, elle fait bien sûr du profit, mais elle doit également avoir une politique responsable. Et elle a un rôle responsable auprès de la société qui l'entoure. Vous savez, c'était Porter qui parlait de ça, de cette création de valeur partagée. Et on disait que ce que l'entreprise fait de bon pour la société rejaillira forcément sur l'entreprise. Et donc, il faut qu'on crée cette valeur ensemble et partagée. Donc, moi, je pense que c'est un débat. On n'est pas assez mature. Honnêtement, aujourd'hui, déjà, on se pose la question de savoir si on va créer une fondation. Donc, pour beaucoup d'entreprises, donc leur dire, vous allez mettre des incentives ou voilà, sur cette question-là, ça me paraît un peu trop tôt dans le débat actuel. Voilà.
Et alors, avant de passer à notre partie suivante, dernière question. Quelles sont selon toi les clés d'une politique RSE réussie ? Est-ce que c'est la volonté ? Est-ce que ce sont les moyens financiers ? Est-ce que c'est avoir des idées ? Est-ce que c'est choisir les bons partenaires ? Tu vas me dire que c'est un peu tout ça, mais si tu dois choisir une réponse. C'est un peu tout ça. Moi, je pense qu'il faut avoir beaucoup de créativité. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi un petit peu, ce sont des nouveaux métiers, ce sont des sujets qui sont assez nouveaux aussi dans la société et dans le monde de l'entreprise. Donc, il faut inventer, en tout cas, il faut innover, il faut faire preuve de créativité sur cette question-là. Il faut avoir de l'audace parce qu'il faut vraiment soulever aussi les questions, les freins. Il ne faut pas hésiter à effectivement répondre aux questions et entendre effectivement les résistances et les freins qu'on peut avoir. Et puis, moi, je crois beaucoup également à la force du collectif. Pour moi, une politique d'engagement ne peut plus se faire seule. Vous devez y aller à plusieurs entreprises. Moi, je crois beaucoup en l'alliance privée-publique et association, société civile. Et ça, j'y crois énormément. Et je pense que la force du collectif, c'est vraiment un élément pour moi assez important pour avoir une démarche d'engagement impactante, en tout cas sur cette question-là. Et puis après, au niveau des moyens, moi, je dirais qu'il faut avoir des moyens financiers, évidemment, mais des moyens humains. Parce que j'ai beaucoup vu trop de fondations, par exemple, ou de directions, qui ne sont pas dotées d'experts, qui ne sont pas dotés de ressources humaines. Et ce qui est important sur ces métiers-là, c'est qu'il faut qu'on fasse la relation, il faut faire la relation, il faut faire de l'ingénierie, il faut créer des choses. Et donc, on le fait grâce à des hommes et des femmes qui peuvent travailler dans ces fonctions. Donc, pour moi, cette fonction dans l'entreprise va devenir stratégique, aussi bien que pouvait l'être une fonction de communication ou de ressources humaines, etc. Oui, tout à fait. On voit que d'ailleurs, il y a de plus en plus de directeurs de l'engagement qui font leur entrée au COMEX. Donc, absolument. Merci beaucoup, Bouchra. C'est très clair. On va passer à notre séquence numéro 2 qui s'appelle du tac au tac. Il faut choisir entre deux choses. Il est interdit de répondre les deux, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Et je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, évidemment. Alors, c'est parti. Est-ce que tu es plutôt bain ou douche ? Douche. Côte de bœuf ou tofu ? Flexitarien, je peux le dire ? Allez, le mot est lancé. Plutôt plage ou piscine ? Plage. Avion ou train ? Train. Arrondi en caisse ou pourboire ? Arrondi en caisse. J'adore. D'ailleurs, bravo Micro donc, pour avoir mis en place cette initiative. Ça marche très bien. Gourde ou bouteille d'eau ? Gourde. Réunion en présentiel ou en distanciel ? Ah là là. Ouais, moitié-moitié. Moitié-moitié, Ouais, hein, ouais. On voit des avantages dans les deux. Livre ou liseuse ? Livre. Journaux papier ou tablette ? Tablette. Alors, on va passer à notre séquence numéro 3 qui s'appelle « S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là ». Quelle est la mesure concrète prise dans le cadre de la politique RSE du groupe qui a changé la donne pour ton groupe ? Voilà, si tu devais citer une mesure que tu recommanderais à tes homologues qui t'écoutent, qui nous écoutent aujourd'hui. Moi, je dirais que ce sont les 6 jours de mécénat de compétences. Chez KPMG, effectivement, vous avez la possibilité de vous engager jusqu'à 6 jours sur votre temps de travail pour des actions d'intérêt général qui sont portées par la direction de l'engagement citoyen. Et donc ça, on en a parlé tout à l'heure et on a vu que ça fonctionnait et qu'il y avait de plus en plus de salariés qui s'engageaient. Effectivement, donc ce podcast va toucher à sa fin. Bouchra, je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. Tu nous dis ce que tu as envie de nous dire. Écoutez, je dirais tout simplement qu'il faut se lancer dans une politique d'engagement. Je pense que c'est l'avenir aussi de toutes les entreprises, qu'aujourd'hui on doit reconnecter aussi finalement l'entreprise à son écosystème, à notre environnement extérieur, et qu'avoir une politique d'engagement performante, c'est aussi avoir une politique d'engagement performante pour l'entreprise. Un grand merci Bouchra pour tes conseils, pour ta vision. Un grand merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité engagée, Elisabeth Moreno. Merci beaucoup, merci à tous et à la semaine prochaine.